Bonjour, chères spectatrices. Bienvenue à la visite de la collection du Musée national des beaux-arts du Québec. Alors, avec sa collection de 42 000 œuvres, on peut dire que le Musée du Québec est vraiment capable de retracer l'histoire de l'art au Québec depuis les tout débuts de la colonie jusqu'à aujourd'hui. Les photos que je vais vous montrer du Musée national du Québec, c'est seulement des photos du nouveau pavillon qui donne directement sur la rue Grande-Allée. C'est le pavillon Pierre Lassonde qui a été inauguré en 2016. C'est un pavillon qui a été largement financé par la fondation de M. Lassonde, alors c'est pour ça qu'on lui a donné son nom. Mais le Musée national du Québec a été fondé en 1933. Il a été établi dans un premier temps dans un bâtiment qui était déjà existant, un bâtiment de style Beaux-Arts qui est en bordure des plaines d'Abraham et qui logeait également en même temps les archives du Québec. En 1983, les archives du Québec ont quitté le bâtiment, sont allés s'établir ailleurs et le Musée du Québec a été le seul occupant de ce bâtiment-là. En 1991, il y avait l'ancienne prison de Québec qui était adjacente au bâtiment, qui a été rénovée, restaurée et intégrée comme pavillon au musée. Il y a également un agrandissement assez important qui a été fait pour relier les deux bâtiments, c'est-à-dire le bâtiment original et la prison commune. Et comme je vous dis, en 2016, ce bâtiment-là, à l'architecture plutôt audacieuse et sculpturale, a été inauguré. On parle pour l'année 2025 d'établir un nouveau pavillon qui va loger les œuvres exclusivement de Jean-Paul Riopelle. Quand on sait que le musée a dans sa collection 449 œuvres de Jean-Paul Riopelle, on peut s'assurer qu'il va y avoir largement assez de tableaux pour meubler les murs de ce nouveau pavillon qui va être inauguré en 2025. Alors, on va commencer avec la première œuvre qui s'appelle « L'Ange gardien ». Les œuvres que je vais vous présenter sont toutes présentées par ordre chronologique. Alors, on va partir des débuts et on va arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors, « L'Ange gardien », c'est un tableau qui a été peint par le frère Luc, de son vrai nom Claude François, pas le chanteur, le peintre, en 1671, pour la paroisse justement de l'Ange gardien dans la région de Québec. Alors, en 1670, les Récollets étaient revenus dans la colonie et avaient réintégré l'ancien monastère. L'année suivante, Claude François est arrivé à Québec, où il a séjourné pendant 15 mois. C'est pendant cette période-là qu'il va produire ses plus belles œuvres. Ça, c'est l'autoportrait de Frère Luc, qu'on va voir le pinceau à la main et la Bible sur l'autre. Alors, il était né à Amiens en 1614, il est mort en 1685 à Paris. C'était donc un frère franciscain récollet. Après sa formation à Paris, il est allé à Rome, où il a pris goût au grand maître, et c'est là qu'à 20 ans, il a peint une Assomption de la Vierge, qui était estimée à 6 000 écus en 1635. Pendant son séjour à Québec, il a peint le portrait de l'intendant Jean Talon et a fait plusieurs tableaux religieux. Il a travaillé aussi comme architecte pour la reconstruction du monastère et l'établissement des plans pour le futur Grand Séminaire de Québec. De retour en France, il a travaillé à la décoration de plusieurs salles au Musée du Louvre. Saint-Michel terrassant le dragon. Alors, l'église de l'Ange gardien dont on vient de parler avait, comme vous avez vu, le portrait de l'Ange gardien fait par Frère Luc au-dessus du retable. Et de chaque côté, il y avait une statue faite par un Français, Jacques Leblond de la Tour, une statue de Saint-Michel et l'autre de Saint-Gabriel.
qui entourait le tableau de Claude François. Alors, le sculpteur, M. Delatour, enseignait les beaux-arts avant de s'embarquer pour la colonie. Les deux sculptures mentionnées ont été restaurées entre 1996 et l'an 2000 pour retrouver leur couleur d'origine. L'ostensoir de Toussaint Testard. Jusqu'au début du 18e siècle, toutes les pièces d'orfèvrerie religieuse ou civile en or et en argent en Nouvelle-France venaient de l'ancien continent. C'est le curé de Saint-Nicolas sur la rive sud de Québec, François-Gabriel Lecourtois, un Français, qui avait acquis cet ostensoir pour la somme de 282 livres. C'est l'œuvre d'un orfèvre parisien, Toussaint Testard, comme j'ai dit. Alors, on voit l'écrin en verre destiné à recevoir l'hostie est entouré d'un cadre orné de rayons droits et lancéolés et surmonté d'un crucifix. Le support comprend une série de nœuds à feuilles d'acanthe dont la beauté et la finesse de son ornementation se dressent au milieu d'un piétement ovale richement ouvragé. Cette œuvre magnifique va inspirer des orfèvres de la colonie pendant les 2 siècles qui vont suivre. Le Christ en croix. Ce superbe Christ en croix, fragment d'un crucifix, a été sculpté dans du noyer par Pierre-Noël Levasseur, qui est né en 1690 et décédé en 1770. C'est probablement un crucifix à usage domestique. Cette sculpture d'inspiration baroque témoigne d'un métier des plus accomplis. Cette œuvre révèle une connaissance approfondie des proportions et de l'anatomie humaine, tout en dévoilant un sens aigu du mouvement dans le contrapposto, c'est-à-dire le déhanchement souple et naturel de ce Christ. Né et formé à Québec, ce Levasseur est considéré comme l'un des plus grands artistes de son temps et comme le pilier d'une véritable dynastie de menuisiers et de sculpteurs qui dominera la scène artistique de la colonie pendant plus d'1 siècle. Cet homme était reconnu comme le principal statuaire, doté de dons exceptionnels tant en technique qu'en sensibilité. Force et expression sont 2 caractéristiques de son art qui sont au rendez-vous dans ce Christ en croix. La messe de Saint-Martin par Louis Dulompré. Parisien de naissance, M. Dulompré arrive à Montréal en 1786. Il devient vite un des portraitistes les plus recherchés du Bas-Canada, ainsi que le Québec était connu à l'époque. En parallèle à sa vocation de portraitiste, il exécute de nombreux tableaux religieux pour des paroisses sur tout le territoire du Québec. C'est lui qui a peint 6 toiles qui se trouvent dans le chœur de l'église de Berthier, ici même. Pour réaliser le tableau de Saint-Martin de l'Île Jésus, Dulompré prend pour modèle une toile du peintre français Eustache Le Sueur, un peintre réputé dont le tableau se trouve au Louvre. Je vais vous montrer le tableau de M. Le Sueur. C'était celui-ci. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même une certaine ressemblance. Dulompré, toutefois, a réinventé le décor du maître-autel. Quant à l'étrange forme circulaire au-dessus de la tête du célébrant, il s'agit, selon les historiens, d'un globe de feu qui serait apparu pendant le sacrifice de la messe. Joseph Légaré, peint par John James. Ce portrait de Légaré, lui-même qui était un peintre, est de la main d'un artiste professionnel fort habile. Venu des États-Unis, John James s'est fixé à Québec en 1815, annonçant dans la Gazette du Québec ses services pour tirer le portrait. La mise en page sobre et sans artifice du modèle Légaré est entièrement conçue pour centrer l'attention sur sa physionomie. La production de Légaré sera assez originale pour l'époque sur le plan de la diversité, car ce peintre a réalisé des œuvres à caractère historique, des paysages, des natures mortes, des scènes de genre et des allégories. En 1833, il ouvrira la première galerie d'art du Bas-Canada. Le baptême du Christ de Jean-Baptiste Roy-Audy en 1821. Au début du 19e siècle, la construction des nouvelles églises du Québec se produisait à un rythme exponentiel. On sait que l'église de Berthier a été construite à cette époque.
Deux religieux français qui ont émigré en Amérique remarquent que les lieux de dévotion sont malheureusement dépourvus d'œuvres d'art par manque d'artistes pour répondre à la demande. Par ailleurs, en France, il y a une abondance de peintures religieuses sur le marché de l'art. À cause des effets de la Révolution française de 1789, qui s'en est pris non seulement aux aristocrates, mais aussi au clergé et à leurs églises. Alors, ces deux abbés expédient donc au Québec un premier lot de 120 toiles, œuvres d'artistes français de premier ordre. Ces œuvres religieuses serviront, entre autres, aux artistes d'ici à perfectionner leur technique. Il est probable que le tableau de Sainte-Geneviève, qui se trouve derrière le maître-autel de l'église de Berthier, provienne de ce lot de 120 toiles importées de la France. Bouchette en prison. En 1837, François Bouchette était un avocat qui avait pris part au soulèvement armé des Patriotes. Il a été arrêté et interné dans une cellule de la prison commune de Montréal. Comme cellule, c'est pas si mal, hein, quand même. Alors, il a transformé sa cellule en bureau-atelier, si on veut dire, et il s'est mis à peindre. Il a peint 3 aquarelles qui le montrent pendant sa captivité. On voit que Bouchette était un peintre amateur qui nous fait comprendre qu'il se sent comme un oiseau en cage, juste à regarder le sein qui se tient perché sur sa main. Un village du Bas-Canada. Robert Frederick Mountain était un des soldats britanniques qui avait été appelé à servir au Bas-Canada pour réprimer la révolte des Patriotes. Il était aussi dessinateur et aquarelliste paysagiste. On voit dans ce tableau une église typique de la colonie, un enclos autour sans doute d'un cimetière, une chapelle de procession et un calvaire. À droite se trouve une auberge dont l'enseigne affiche le nom du propriétaire, Séraphin Prêt à boire. À l'avant-plan, on voit plusieurs modèles de carrioles. John et James Turnbull. Quand le portraitiste Samuel Palmer s'installe à Québec en 1842, Antoine Plamondon et Théophile Hamel étaient les portraitistes en vogue. Palmer réussit quand même à percer auprès de la bourgeoisie commerçante et auprès des soldats britanniques qui séjournaient à Québec. Alors, il va être là qui vont être sa clientèle fidèle pendant les 3 années. À la mode, pendant la seconde moitié du 18e siècle, le double portrait qu'on en voit ici est diffusé en Europe par le peintre maître anglais Joshua Reynolds. Dans cette composition en forme de pyramide, les jeunes modèles apparaissent comme étant sur une nuée vaporeuse. Les Mesdemoiselles Turnbull, voilà les sœurs Turnbull que Samuel Palmer a exécuté en tout 5 tableaux de la famille Turnbull. Le double portrait montre les filles de James Turnbull qui sont issues de son premier mariage. Les œuvres de Palmer témoignent de son savoir-faire et de sa sensibilité propre aux artistes itinérants durant la première moitié du 19e siècle. Autoportrait de Cornelius Krieghoff. D'origine hollandaise, Cornelius Krieghoff a reçu une formation artistique en Europe avant de venir en Amérique à la fin des années 1830. En 1853, il s'installe à Québec, où il se montre une clientèle parmi les militaires britanniques et les gens d'affaires anglophones. Il leur propose des tableaux campés dans de superbes paysages d'automne ou d'hiver. Sa popularité atteint des sommets quand il peint avec humour l'habitant québécois dans ses travers comme aux joyeuses fins de soirée dans les auberges. Le bateau à glace. Ce tableau de Krieghoff, peint autour de 1860, représente le genre d'embarcation en usage l'hiver sur le Saint-Laurent. Alors, c'était évidemment une embarcation qui était montée sur des patins sur la glace, et c'est le vent qui faisait avancer l'embarcation. Remarquez le drapeau britannique au sommet des voiles. Scène de séduction dans un intérieur canadien. Dans ce tableau, Krieghoff a choisi de faire interagir 4 groupes de personnages dans un contexte théâtral où chacun incarne un aspect différent de l'action dramatique, à savoir d'abord la convoitise, la surprise,
l'indifférence et l'ignorance. Une jeune femme fait l'objet d'une cour assidue par un homme plus vieux debout derrière elle. La porte s'ouvre et entre un jeune homme. Est-ce le mari de la femme? Attablés, deux hommes semblent indifférents à tout ce manège. À gauche, un homme, une femme et un enfant se réchauffent près du poêle et semblent ignorer ce qui se passe à côté. Toute cette mise en scène semble vouloir dégénérer comme un vaudeville. On dirait que ça va barder dans la cabane. Couple d'habitants dans le blizzard. Au milieu du 19e siècle, Krieghoff compte parmi les peintres les plus recherchés et les plus prolifiques de son époque. Il représente ici un paysage où on voit une scène typique d'un hiver québécois. La maison de campagne du capitaine John Walker. Cette scène pastorale démontre les talents de Krieghoff comme paysagiste et non seulement dans les portraits ou dans les scènes de genre. On va changer d'artiste, on va se rendre avec M. Théophile Hamel, qui est un grand portraitiste, comme mentionné précédemment. Alors, dans ce double portrait de Théophile Hamel, les deux filles d'Olivier Chauveau, qui était premier ministre du Québec à l'époque, sont assises bien sages l'une à côté de l'autre, la plus grande posant la main sur celle de sa cadette dans un geste protecteur. Olympe fixe le spectateur alors que Flore, sérieuse, jette un regard oblique. Théophile Hamel a campé ce portrait en pleine nature, une première au Canada. Cette année-là, la petite Olympe a contracté la tuberculose et elle en est décédée 3 ans plus tard. Ces deux filles sont inhumées dans la chapelle extérieure des Ursulines à Québec. Jacques Cartier. La principale clientèle de Hamel était constituée de parlementaires et d'institutions gouvernementales, mais aussi civiles comme l'Institut canadien, qui, en 1848, lui commanda cette copie de Jacques Cartier, d'après l'original qui avait été peint par Louis-Félix Amiel, un Français, en 1802. La vendeuse de mocassins. Martin Somerville est installé à Montréal depuis 1839 et il offre ses services comme professeur de peinture et maître de dessin. Il était l'ami de Cornelius Krieghoff et les deux partageaient un atelier dans le Vieux-Montréal. Alors, ils se mettent d'accord pour produire de petites toiles accessibles tant par le prix que par le format, mettant en scène un seul personnage, s'inscrivant ainsi dans la tradition hollandaise. Ce tableau de Somerville montre, en hiver, une Huronne de l'ancienne Lorette, au teint foncé qui regarde le spectateur. La femme est représentée sur le fleuve Saint-Laurent, gelée, alors qu'elle se rend vendre ses mocassins à Québec. Au loin, on aperçoit les Laurentides. L'Indienne, qui est vêtue d'une jupe noire et d'une longue blouse rose, porte sur sa tête et sur ses épaules une couverture blanche à bordure rouge, caractéristique de la compagnie de la baie d'Hudson. Elle tient quelques paires de mocassins ainsi qu'une bourse, tous brodés. La vendeuse de paniers. Dans le même esprit que son ami Somerville, Krieghoff a produit quelques années plus tard ce portrait d'une femme autochtone qui était vendeuse de paniers, qu'elle avait elle-même tressé. Les petits tableaux de Somerville et Krieghoff, faciles à transporter, avaient la même fonction de souvenirs exotiques et s'adressaient à la même clientèle, à savoir des soldats britanniques en service de la colonie. Lorsqu'ils retournaient chez eux, ils rapportaient un souvenir de leur séjour ici. Zacharie Vincent et son fils Cyprien. Cette œuvre offre une illustration intéressante du principe de base voulant qu'un autoportrait soit une représentation de soi sans être forcément une représentation de la réalité. Zacharie Vincent s'interroge ici sur sa nature profonde et sur ce qu'il souhaite projeter de lui-même. Pour l'occasion, il s'est vêtu d'objets propres à la nation huronne et dont la symbolique est sans équivoque. Le wampum, l'espèce de bandeau qui passe sur l'épaule, est un instrument diplomatique servant à sceller les traités. Il porte également un brassard et une médaille. L'arc et les flèches, symboles du chasseur et du guerrier. En peignant son fils à ses côtés, il évoque le prolongement de la race.
Zachary Vincent a été le premier peintre autochtone reconnu au Canada. On va voir une photo justement de Zachary Vincent alors qu'il était en train de peindre. Je vais vous montrer aussi un tableau qui a été fait par de M. Vincent par Antoine Plamondon. Voilà, du temps qu'il était jeune. Comme on vient de le voir, ce M. Vincent était un artiste huron, Wendat, qui a vécu de 1815 à 1886. Le contexte social et politique dans lequel évolue Zachary contribuera à la construction d'un mythe qui l'entoure et qui l'a lui-même nourri. Comme il avait servi de modèle à Antoine Plamondon pour l'un de ses plus remarquables portraits, le dernier des Hurons, en 1838, Zachary Vincent se découvre une passion pour l'art. Alors, Plamondon lui a fourni les notions de base. Krigoff et plus tard Eugène Hamel lui donnent de l'assurance qu'il lui fallait pour tenter l'expérience de la peinture. Les petits jardiniers. Cette autre œuvre d'Antoine Plamondon de 1857, assez inusitée, est inspirée d'une illustration populaire de l'époque, soit une gravure intitulée The Little Gardeners, imprimée à Londres. Plamondon classa sa copie littérale de cette estampe dans ce qu'il appelait lui-même les tableaux de genre. Bien que le sens de cette œuvre demeure obscur, il en dégage un sentiment de fraîcheur et de pureté qui ne pouvait que correspondre au goût éclectique de ce temps-là. Ce type d'imagerie est issu de l'esprit romantique tellement apprécié par la société victorienne. Nature morte aux pommes et aux raisins. Cette œuvre de Plamondon date de 1869. Bien que les portraits étaient le pain et le beurre de Plamondon, il aimait bien à l'occasion se laisser aller à réaliser des natures mortes. Celles-ci représentent merveilleusement des pommes et des raisins qui débordent d'un contenant classique en marbre. Napoléon Bourassa. Il est né en 1827 dans le village de l'Acadie et il est décédé à Lachinay en 1916. Il a été architecte, peintre et écrivain. En plus d'être le gendre de l'homme politique Louis-Joseph Papineau, il aurait été aussi le père de Henri Bourassa, qui devient le fondateur du journal Le Devoir avant de finir sa vie comme Boulevard. De tous les portraits de Papineau et de toute sa production artistique de Bourassa, celui-ci s'avère être le plus pénétrant. Voici le tableau qu'il a fait de Louis-Joseph Papineau. On y voit le chef des Patriotes, le corps droit, placé debout et tourné aux trois quarts, coupé à mi-jambe, qui domine entièrement la composition et qui s'impose d'emblée comme un personnage immense, presque un géant. Les mains derrière le dos tenant un livre, le Seigneur est saisi en pleine réflexion. Ainsi campé sur un fond sombre, Papineau semble irradier une lumière surnaturelle. Par cette mise en scène, Bourassa révèle toute la dignité, l'intelligence supérieure et la prestance de ce meneur d'hommes. C'est un des rares portraits où le sujet est représenté devant un cadre naturel réaliste, soit les rives de la rivière Outaouais, car il faut se rappeler que Louis-Joseph Papineau était le seigneur de Montebello. Bourassa nous a laissé de touchants portraits de toute sa famille. D'abord son épouse Azélie Papineau, puis sa fille Augustine Bourassa, sa fille Aline, son fils Gustave, le double portrait d'Aline avec son frère Henri qui deviendra le grand journaliste qu'on connaît. La misère de Napoléon Bourassa en 1865. En artiste polyvalent, Bourassa s'adonnera surtout, en début de carrière, à tous les genres picturaux. Outre ses nombreux portraits, on lui doit des tableaux religieux, des paysages et des scènes de genre. Ce tableau qui s'intitule « La misère » est justement une œuvre édifiante que Bourassa avait présentée à la Art Association of Montreal en 1865. Ah, ça, c'est une photo de la famille de Abraham Hamel, son épouse et leur famille, faite par la famille Livernois, le fameux photographe de Québec. Cette photographie en format carte de visite a été réalisée en 1865. Parfaite famille bourgeoise, comme Québec en compte alors des dizaines, les Hamel prennent la pose dans un agencement très conventionnel,
lors de cette prise de vue faite en studio. Un décor peint montrant l'extérieur d'une luxueuse résidence et une fontaine ornementale sert de fond à la prise de vue. On peut voir en bas à gauche une portion d'un autre décor. Figurant parmi les familles les plus aisées, les plus respectées de la vieille capitale, les Hamel domineront le monde des affaires, des arts et de l'enseignement pendant des décennies. La famille Livernois à la Malbaie. Jules Benoît, dit Livernois, s'installe en permanence à Québec en 1854, après avoir voyagé dans les Amériques. Il ouvre un commerce comprenant un studio de photographie sur la rue Saint-Jean. À son décès, sa veuve s'associe au photographe Louis Bienvenu et il tiendra boutique sous le nom de Livernois et Bienvenu. Par la suite, Jules-Ernest Livernois prendra le relève de sa mère, donnera ses lettres de noblesse à la célèbre enseigne jusqu'à son décès en 1933. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la collection du musée comprend aussi des trésors d'ébénisterie. D'inspiration néo-rococo, ce sofa est caractérisé par une ornementation végétale sculptée au sommet du dossier, ainsi que sur le devant du siège et des accoudoirs. On observe aussi la présence de roses et de jonquilles, les roses étant symboliques du style néo-rococo en vogue dans les années 1870. Mais ce meuble se distingue par le fait qu'on connaisse son auteur. En effet, le sofa porte la signature de M. Louis Poiré et une date 1872. Avec cette signature sur le meuble, un nouveau nom s'ajoute au mobilier actif de la vieille capitale où le marché est dominé par William Dunn et Philippe Vallière. Autoportrait d'Eugène Hamel. Cet Eugène Hamel était le fils du riche marchand de Québec, Abraham Hamel, dont on a vu la photo de la famille tantôt, et le neveu du peintre Théophile Hamel, auprès duquel il avait fait son apprentissage artistique. Pendant 2 ans, il ira étudier en Belgique à l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers, la patrie de Rubens. L'année suivante, il se perfectionne en Italie avant de revenir au Québec en 1870. Et il va s'installer dans l'ancien atelier de son oncle, sur la rue Saint-Jean. C'est à cette époque qu'il peint ce remarquable portrait de Julie Gagnon, qu'on va voir, que nous allons voir à l'instant. Eugène Hamel a aussi enseigné le dessin à l'École des arts de Québec. Madame Julie Gagnon Hamel connaît bien cette dame car c'était la grand-mère de sa première femme qu'il avait épousée en 1872. Cette vieille dame est décédée dans les mois suivant la réalisation de ce portrait. Assise sur une chaise dans un intérieur sans décor, la septuagénaire arbore un air digne et serein tout en regardant le spectateur droit dans les yeux. Hamel reproduit avec minutie et un réalisme inégalé dans l'art québécois chaque détail de son anatomie, de ses vêtements et de son somptueux bijou. On remarquera en particulier le col de dentelle de la dame qui est rendu à la manière des grands peintres hollandais. Esquisse pour la visite de Jacques Cartier. La brillante carrière d'Eugène Hamel s'étend sur plus de 60 ans, durant lesquels il touche à plusieurs genres de tableaux, dont la peinture d'histoire. Au milieu des années 1880, dans le cadre de la décoration de l'Assemblée nationale, l'artiste propose cette esquisse représentant Jacques Cartier. Hélas, dans un contexte de compression budgétaire, cette œuvre n'est pas retenue par le gouvernement. Sacré-Cœur de Jésus. En mars 1877, le sculpteur Louis Jobin livre à la paroisse Sainte-Famille de Cap-Santé une statuette du Sacré-Cœur de Jésus qui sera installée dans une niche du tabernacle de la chapelle. Ce Christ de Jobin montre avec un index gauche son cœur rayonnant surmonté d'une croix et il tend la main droite vers les fidèles. Le sculpteur répétera au moins 7 fois une telle sculpture pour des paroisses et des communautés. Cette statuette est décorée dans le style européen, comme on disait à l'époque. La réalisation de ce genre d'œuvre a fait vivre un bon nombre de sculpteurs du Québec au tournant du siècle dernier. Sculpteur sur bois, le plus célèbre et le plus prolifique de son époque, Louis Jobin a créé près d'1 millier de statues
Son plus grand ensemble décoratif, on le retrouve à l'église Saint-Henri de Lévis, où il y a 38 de ses œuvres à la fois sur la façade et à l'intérieur du bâtiment. À la fin du 19e siècle, le studio de photographie de Jules-Ernest Livernois à Québec domine tous ses concurrents, récoltant fortune et renommée. Vers 1885, Livernois est au fait de sa carrière et en pleine possession de ses moyens. C'est à ce moment-là qu'il réalise ce portrait de sa seconde épouse. Il a campé son sujet dans un paysage sauvage près d'un cours d'eau. En fait, il s'agit d'un photomontage réunissant un portrait tiré en studio à un paysage idyllique, bien identifié comme étant un lac dans l'arrière-pays de l'Ange gardien. C'est à Mme Edith Hemming que l'on doit la coloration de cette photo qui, à l'origine, était en noir et blanc, comme toutes les photographies de cette époque. Mme Hemming était une portraitiste et aquarelliste d'origine britannique qui, entre 1869 et 1893, a été la peintre attitrée du studio Livernois pour appliquer la couleur sur les clichés. Ce portrait très raffiné de son épouse présente des couleurs appliquées parfois au pinceau vaporisateur et parfois par petites touches délicates d'aquarelle ou de pastel. C'est ainsi que l'œuvre finale est redevable autant au peintre qu'au photographe. J'ai ajouté cette photo de Mme Julie-Marie Langelier en costume d'hiver que je trouvais charmante. Œuvre de Louis-Philippe Hébert. Ce sculpteur a été découvert par Napoléon Bourassa à l'exposition de Montréal en 1873. Peu de temps après, il se joint à l'atelier Bourassa et il eut 6 années de collaboration avec lui. Après ce stage, Hébert obtient une commande pour le retable en bois de la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa et une autre commande pour la chaire de l'église Notre-Dame de Montréal. Il reçoit son premier contrat pour la décoration extérieure de l'Assemblée nationale à Québec en 1886. Je vais vous montrer quelques-unes de ses œuvres, dont celui-ci qui s'intitule « La halte dans la forêt ». En 1983, le public à l'exposition provinciale de Québec peut voir les pièces qu'il a préparées pour la décoration du Parlement. L'année suivante, il présente un modèle en plâtre de cette sculpture à l'exposition universelle de Paris, où il se mérite une médaille de bronze. Finalement, en 1890, cette sculpture est fondue en bronze et installée au-dessus de l'escalier principal du Parlement. Sa sculpture, pêcheur au harpon, surplombe la fontaine près de l'entrée principale. Louis-Philippe Hébert sera de son vivant l'artiste canadien le plus célèbre et le plus décoré par la France, le Royaume-Uni et le Canada. Je vais vous montrer d'autres œuvres. Ici, ça s'intitule « Sans merci ». On voit un combat à en finir entre un colon et un autochtone. Et il a fait également une sculpture de Louis-Joseph Papineau, dont on a parlé tantôt quand on a parlé de Bourassa. On va changer d'artiste, on va aller voir Marc Aurèle de Foix-Suzor-Côté, le peintre au grand nom. Ce peintre était né à Arthabasca, en fait, qui est de maintenant à Victoriaville, en 69. Et il est celui qui, à mon avis, a fait le lien entre la vie artistique québécoise du 19e siècle, qui était plutôt tournée vers le terroir, et avec celle du 20e siècle, qui était plutôt tournée vers la modernité. Durant son apprentissage artistique, il a séjourné pendant 3 ans en France, où il a subi l'influence du mouvement pour la valorisation de la vie rurale. On pense ici à Rosa Bonheur, alors qu'on était en pleine révolution industrielle. Rentré au Québec en 1894, il entreprend l'étude physionomique du paysan canadien-français. Donc, je vais vous montrer 2 exemples. Ici, ça s'intitule David Duhamel. Alors, Suzor-Côté découvre à Verchères l'existence d'un agriculteur âgé de 77 ans qui l'immortalise à l'huile sur sa toile. En 1999, il proposa au Salon de Paris la version pastel du portrait du père Duhamel.
En 1994, le peintre fera la connaissance du couple Oscar Tremblay de la rue Panay à Montréal. De la femme âgée de 82 ans, c'est-à-dire Mme Tremblay, il peint avec énergie un portrait à l'huile dans lequel ce visage buriné, empreint de douceur et d'humilité, est brossé à grands coups de pinceau. Suzanne Côté, au cours de sa carrière, a eu une production artistique aussi variée que brillante. Il aura été un renommé portraitiste et paysagiste, sans parler de ses scènes de genre et historiques. Bon, c'est de ces tableaux, ce joli portrait de femme et ce nu vu de dos. Il a fait également des sculptures telles que ces Indiennes de Caughnawaga, qui l'ont consacré comme étant un artiste québécois marquant au début du siècle dernier. Voici un autoportrait de Ozias le Duc. Dans la première décennie de sa carrière, Ozias le Duc s'adonnera à tous les genres picturaux. Le Musée du Québec possède 7 toiles de l'artiste qui datent d'avant 1900. On voit 2 autoportraits de le Duc qui est né en 1864 et décédé en 1955 à l'âge de 91 ans. Alors, une toile de Ozias le Duc, en voici une. Ça s'intitule Madame Adélia le Duc. Elle était la sœur de l'artiste. Ce tableau, qui est un des plus connus, il l'a réalisé à l'âge de seulement 19 ans dans son village natal de Saint-Hilaire. Malgré son traitement sans flafla et son petit format, ce portrait dégage un effet de monumentalité à cause de la forte présence du modèle qui subjugue le spectateur. Assise légèrement de biais sur une chaise, le regard direct et pénétrant, elle serre de sa main droite une aiguille et un petit ouvrage de dentelle. Au-delà de ce morceau de virtuosité, Ozias le Duc ne nous présente pas une scène qui se rattache à la peinture de genre, mais plutôt il veut illustrer ici un métier artisanal traditionnel relié au terroir. Sa sœur Adélia, campée dans une pose très austère, dégage un fort sentiment de spiritualité, dans l'esprit du très connu portrait de ma mère du peintre américain James Whistler. Ce tableau peut aussi faire penser à l'art de Rembrandt dans sa façon de traiter la lumière, tout en clair-obscur, ainsi que dans des tonalités chaudes et chatoyantes du visage et du vêtement doré de sa sœur. Ce tableau, le tableau d'Ozias le Duc est considéré comme un des chefs-d'œuvre dans l'art du portrait au Canada. Henri Beau. Il était né à Montréal d'un père français et d'une mère québécoise. Il a reçu sa formation artistique à Montréal, puis il va aller poursuivre ses études à l'École des beaux-arts de Paris. Contrairement à ses compatriotes comme Suzanne Côté, qui adopteront la technique des impressionnistes à leur pays nordique, Henri Beau poursuivra toute la lignée la lignée des académiciens, comme un de ses professeurs, le peintre Jean-Léon Gérôme. Son tableau, intitulé « La veuve », présente un sujet qui sera souvent abordé dans la fin du 19e siècle et même jusque dans les années 1930. Henri Beau fait émerger ici ces figures lumineuses d'un arrière-plan très sombre. L'enfant se détache sur la robe noire de sa mère. Le décor, la pose des personnages et le traitement d'un clair-obscur rappellent les productions des studios de photographie de cette époque. La palette des couleurs et le thème de ce tableau tranchent avec le style d'habitude plus chatoyant d'Henri Beau. On va voir une de ses peintures, comme on disait, plus chatoyante, La Rivée de Champlain à Québec. En 1902, M. Henri Beau reçoit du gouvernement du Québec cette commande qui sera accrochée dans la salle du Conseil législatif. Henri Julien, la chasse-galerie. M. Julien était illustrateur et caricaturiste. Il était le premier Canadien à voir ses dessins circuler dans les journaux américains, britanniques et français. Son intérêt pour les sujets traditionnels demeure intact dans sa pratique de la peinture qu'il entamera plus tard dans sa vie. Ce tableau de la chasse-galerie est le plus important témoignage de son passage de l'illustration à la peinture. La légende raconte que des bûcherons s'ennuyaient de leur famille à la veille du jour de l'an et ils font un pacte avec le diable qui accepte de les transporter en canot jusque dans leur village habituel.
l'artiste campe la scène à son paroxysme dans un ciel dramatique qui n'est pas sans rappeler les œuvres du romantisme français, comme le radeau de la Méduse du peintre Géricault. Un autre tableau de Henri Julien, ça s'intitule « L'étoffe du pays ». Il nous montre l'attachement que Julien avait à représenter les images du terroir québécois. Alors, ce monsieur, c'est Edmond-Joseph Massicotte, qui est un artiste polyvalent. Il va être surtout connu pour ses talents de dessinateur qui lui feront connaître une brillante carrière d'illustrateur dans les journaux et dans les revues. Au tournant du dernier siècle, il s'inspire de l'art nouveau propagé par le Tchèque Alphonse Mucha. Massicotte est celui qui fera entrer l'illustration québécoise dans la modernité. Voici une des œuvres de Massicotte qui s'intitule « La bénédiction du jour de l'an ». Alors, il représente ici l'une des coutumes sociales les plus significatives des Canadiens français. On y voit aussi la mise en valeur du mobilier traditionnel des maisons de campagne, ainsi que les vêtements de cette époque. L'œuvre de Massicotte a été rehaussée à la gouache et à l'aquarelle par une Madame Prieur, car l'œuvre originale était en noir et blanc. Adrien Hébert. Il est le fils du sculpteur Louis-Philippe Hébert, dont on a parlé tantôt. Adrien baigne dans l'univers de l'art depuis son enfance. Né en 1890, il part étudier à l'École des beaux-arts de Paris et rentre au Québec lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Opposé au régionalisme, Hébert représente des scènes urbaines réalistes reflétant la modernité de Montréal. Le musée possède deux de ses œuvres les plus marquantes. Celle-ci, le port de Montréal, on voit les cheminées des bateaux et les silos à grains. Et cette toile de la rue Saint-Denis qui est quand même relativement contemporaine. Adrien Hébert vise à représenter la puissance visuelle des structures industrielles. Clarence Gagnon. En 1902, il se rend à la baie Saint-Paul et l'impression que lui laissent les paysages de Charlevoix et le mode de vie traditionnel des habitants vont marquer un tournant dans sa carrière artistique. De retour de séjour de 4 ans à Paris, une nouvelle motivation l'inspire. Refléter l'identité québécoise dans son art. Il adhère à l'idée de créer un art national à l'instar de Suzor Côté et de Marc-Aurèle Fortin. Voici un de ses tableaux, La Carriole rouge. Ce tableau de Gagnon est emblématique des choix de ce peintre. Outre sa luminosité éclatante, cette œuvre montre sa prédilection pour une composition dynamique, où la ligne courbe invite le spectateur à circuler du regard de manière fluide entre le chemin, les glaces et le flanc de la montagne. Les couleurs appliquées en aplat diminuent l'impression de profondeur, en plus d'être hautement décoratives. Marc-Aurèle Fortin, dont on voit ici l'autoportrait. Cet illustre peintre québécois, après avoir amorcé sa formation artistique à Montréal, part se perfectionner au Art Institute de Chicago, où il participe à une exposition en 1910. L'Orme de Pontvillot. Paysagiste célèbre pour ses grands ormes, ses vues de Montréal et des régions, Marc-Aurèle Fortin a laissé une production diversifiée de peintures, d'aquarelles, de pastels, d'eau forte et de dessins. L'Orme à Pontvillot est l'une des œuvres les plus connues de Fortin. Les grands ormes dans la campagne québécoise sont une réponse à une recherche d'une expression typiquement nationale. La ligne d'horizon exceptionnellement basse de sa composition, la dimension minuscule des personnages à l'extrême droite et le ciel orageux accentuent la domination visuelle de l'orme dans le paysage. C'est les personnages, ça. Puis j'imagine que ça, c'est un bateau, là. C'est une autre œuvre de Marc-Aurèle Fortin, je pense, c'est une vue du Mont-Sainte-Anne, vue de la paroisse Sainte-Famille sur l'île d'Orléans. Cette œuvre est l'œuvre de Sylvia Daou,
qui a étudié à l'École des beaux-arts de Montréal en 1923. En 1929, elle obtient une bourse du gouvernement du Québec pour se rendre en Europe. De retour l'année suivante, elle devient professeure à l'École des beaux-arts de Québec, poste qu'elle va conserver jusqu'en 1943. Ensuite, elle va enseigner à l'École des beaux-arts de Montréal jusqu'en 1968. Cette importante carrière dans l'enseignement ne l'empêchera pas de laisser une grande production de bronze et de plâtre. Cette œuvre, c'est une œuvre de Sylvia Daou, justement. C'est un portrait intimiste de son frère modelé dans la glaise, tout en laissant apparent les traces de doigts, et a été coulée en bronze à Paris. Elle sera une des premières femmes à se démarquer dans la sculpture au Québec. Elle a reçu l'Ordre du Canada en 1976 et fait chevalière de l'Ordre national du Québec en 1987. Jean Palardy. Franco-américain de naissance, M. Palardy s'installe avec sa famille à Chicoutimi. Dans les années 20, il étudie à l'École des beaux-arts de Montréal. Pendant près de 20 ans, il sera caméraman et réalisateur à l'Office national du film, où il réalise des films sur la culture traditionnelle du Québec. Sensible à la vie rurale, il produira des œuvres typiques du terroir, mais carrément modernes. C'est le cas pour sa récolte de pommes de terre qu'on voit ici, ou dans L'Enterrement. 2 toiles qu'il a réalisées à Saint-Urbain, en plein cœur de Charlevoix. Dans la récolte des pommes de terre, les formes schématiques du paysage de montagne et des personnages laissent à penser qu'il cherche à se libérer des principes académiques. Son action en faveur de la préservation du patrimoine lui vaudra d'être nommé officier de l'Ordre du Canada et grand officier de l'Ordre national du Québec. Je vais vous montrer une autre œuvre de M. Palardy, c'est Les bûcherons. On voit que les bûcherons se dirigent vers le camp en début d'hiver, dans Charlevoix probablement. Sa femme... Une minute, une question. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un M. Palardy qui a publié un livre sur les meubles canadiens-français d'ici, là? Sur les meubles, non? Je ne sais pas. Ça me dit quelque chose, mais je ne peux pas vous assurer que ce soit lui. C'est pas le même. Ben, je ne sais pas. Aucune idée. Je vous trouverai la réponse plus tard. Alors, Marjorie Smith, qui était déjà à 15 ans, elle a commencé sa formation artistique. Elle a été admise à l'École des beaux-arts de Montréal en 1923, alors qu'elle n'a que 16 ans. Elle épouse le peintre Jean Palardy et il séjourne avec lui à chaque été dans Charlevoix, où tous deux s'adonnent à des paysages et à des portraits. Marjorie choisira de peindre aussi des figures typiques du milieu rural où elle vit. C'est là qu'elle fait la connaissance de Rose Lavoie, dont elle représente ici à la façon des impressionnistes, avec des aplats de couleurs encerclés d'un trait foncé. Elle simplifie tout de façon à attirer le regard sur le visage songeur de cette femme. Le rose de ses joues fait écho à celle du tablier, mais aussi au prénom du sujet. Comme Gauguin et Van Gogh, elle cherche à faire coïncider l'origine modeste de leur sujet avec un rendu plus proche de l'expression paysanne elle-même. Simone Mary Bouchard a vécu à Baie-Saint-Paul dans une famille de 15 enfants, dont plusieurs étaient doués pour les arts et l'artisanat. Autodidacte, elle s'adonne à la peinture dans ses temps libres. En 1936, un villégiateur américain lui offre d'exposer quelques-unes de ses toiles à sa résidence de la Malbaie. Or, ceci trouve preneur et ça encourage Simone à se vouer encore plus dans la production picturale. Elle va produire entre autres cette toile qui s'intitule « Les Rois Mages », qui nous montre le style naïf de cet artiste. On voit une scène à l'intérieur du moulin de la famille Bouchard, le jour de l'Épiphanie. Suivant la tradition, ceux-ci célèbrent la fête des Rois Mages en servant un gâteau contenant une fève. Dans le plus pur style naïf, Simone cherche à reproduire chaque détail du décor. À ce souci de véracité vient se greffer un élément imaginaire puisque les vrais rois mages viennent côtoyer les membres de la famille Bouchard. Ils sont chanceux. Marion Dale Scott était l'épouse du poète et avocat montréalais Frank Scott et
Elle a été admise à l'âge de 17 ans à l'École des beaux-arts de Montréal, qu'elle quittera à 20 ans pour aller se perfectionner à Londres. Sa toile « Escalier de secours » est souvent représentée comme étant l'œuvre la plus représentative de son style, et elle-même reconnaîtra que c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Influencée par le réalisme abstrait américain, cet artiste voit dans ses escaliers typiques de Montréal une multitude de sujets d'infrastructures industrielles à traiter. Tous les éléments de ce tableau cherchent à mettre en valeur l'aspect géométrique du sujet. La perspective en contre-plongée, le cadre serré, l'uniformisation des détails structuraux, le choix très restreint des couleurs viennent donner à ce simple escalier un aspect tout à fait monumental. Louise Gadebois était une mère de famille nombreuse et elle n'a commencé sa formation artistique qu'à l'âge de 36 ans. Elle se retrouve parmi les membres fondateurs de la Société d'art contemporain où figure Jean-Paul Bordua. Celui-ci l'amène à faire la connaissance du père Couturier, qui va jouer un rôle déterminant dans le rayonnement de ses œuvres, principalement des portraits. C'est lors de son exposition solo que Louise présente son portrait au père Couturier. Ce dominicain français était un animateur exceptionnel sur la scène artistique. Dans les années 30, il est associé au renouveau de l'art religieux en France. La Seconde Guerre mondiale l'amène à Montréal, où il est invité à enseigner à l'École des beaux-arts. Inspiré par Cézanne, Louise Gadebois présente le religieux dans un espace neutre. La palette de couleurs restreintes permet d'unifier la toile avec des masses sombres et des masses claires qui se balancent. Louis Molstock. Je dois dire que j'ai eu une relation personnelle, d'une certaine façon, avec ce monsieur. Parce que du temps que j'habitais à Montréal, j'avais de l'autre côté de la rue, en face de chez moi, son frère qui habitait là. Et quand il y avait des fêtes, je voyais ce bon monsieur Louis Molstock, tout bien vêtu, avec le béret sur la tête, qui s'amenait avec un bouquet de fleurs à la main. Il semblait souper ou dîner chez son frère et sa belle-sœur. Alors, M. Molstock était né en 1904 dans l'Empire austro-hongrois. Il avait émigré à sa famille à Montréal en 1911. Il est reconnu pour l'originalité de ses sujets picturaux. À l'inverse d'Adrien Hébert, qui montrait des vues du port et des rues commerciales de Montréal, Louis Molstock nous montre une ville très près du quotidien des immigrants et de la population défavorisée. Il nous montre dans ce tableau des murs aux couleurs vivantes, mais sans pour autant camoufler la vétusté et la saleté de l'appartement. Il fait partie de ces peintres qui veulent représenter crûment la condition humaine. Charles Daudelin. Le sculpteur Charles Daudelin a commencé ses études à l'École du meuble, où il a eu comme professeur Paul-Émile Bordua. Ayant obtenu une bourse pour un séjour à Paris, il poursuit la formation auprès de Fernand Léger. C'est un autre artiste avec lequel j'ai un certain lien, parce que du temps où j'habitais chez mes parents, de l'autre côté de la rue, il y avait les beaux-parents de Charles Daudelin qui habitaient, les Bissonnette. M. Bissonnette était un pharmacien à la retraite. Et plusieurs fois dans l'année, je voyais la famille de Charles Daudelin qui s'amenait avec les femmes et enfants visiter ses beaux-parents. Et il avait l'air tout à fait d'un existentialiste, comme on disait à l'époque, avec ses sandales et son béret sur la tête. Alors, son œuvre qu'on va voir s'intitule « La Baudabèze ». Elle représente un jeu de bascule pratiqué par deux enfants. Cette sculpture de pierre relève du cubisme par sa schématisation de la figure humaine. Des réalisations en art public de Daudelin contribueront à le faire connaître. Mentionnons le Centre national des arts, la place du Québec à Paris, le Palais de justice de Montréal et la place de la Gare à Québec. Alfred Pellan. Pellan n'a que 16 ans lorsqu'il fait son entrée à l'École des beaux-arts de Québec, qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Il se mérite une bourse pour poursuivre sa formation en France, où il se lance à la découverte de l'art moderne en étudiant Van Gogh, Matisse, mais surtout Picasso. Il en vient à développer un style personnel qui propose une synthèse du fauvisme et du cubisme
et du surréalisme. Ce tableau, intitulé « Citron ultraviolet », montre qu'il s'est libéré de ses premières influences pour s'orienter vers son interprétation toute personnelle du surréalisme. Commençant une œuvre en laissant libre cours à son inspiration, il structure d'abord sa composition sur des plans violacés et un réseau fait de motifs figuratifs ou abstraits, certains géométriques tandis que d'autres sont organiques. Jeanne Réaume et son portrait de femme. Ce peintre a commencé sa formation artistique à l'École des beaux-arts de Montréal, où elle s'est inscrite en 1934. Fortement influencée par Goodrich Roberts et par Alfred Pellan, elle développe son style personnel centré principalement sur les portraits et sur les natures mortes. Jeanne Réaume valorise une approche visuelle, sensualiste, dans laquelle le sujet est exploité pour ses qualités éminemment décoratives. C'est le cas de son portrait de femme où les jeux contrastés de couleurs et la construction fluide de la figure sont unis par un style expressif. La simplification du personnage nous laisse croire que le portrait sert de prétexte au peintre pour explorer la sinuosité des formes et l'éclat du motif de la robe. Ouais. Est-ce que c'est une huile ou une gouache? C'est une huile. Oui. Pierre Gauvreau. Pierre Gauvreau a été un artiste multidisciplinaire et il a été peintre, réalisateur à la télévision et auteur. Je pense que c'est lui qui réalisait Le temps d'une paix, si je ne me trompe pas. En 1938, il entre à l'École des beaux-arts de Montréal où il est vite remarqué par son professeur Paul-Émile Bordua qui l'invite à se joindre aux réunions organisées à son atelier. À son retour de la guerre, Gauvreau a réalisé en 1946 cette œuvre spontanée et audacieuse qui s'intitule « Hommage à Giordano Bruno », qui était un philosophe italien qui, lors de l'Inquisition, avait été brûlé vif pour avoir critiqué la physique et la cosmologie d'Aristote. Il est devenu depuis le symbole de la libre pensée par son opposition au dogme religieux. Cette œuvre présente une composition non figurative aux motifs souples, se rapprochant davantage du monde végétal que du destin tragique du philosophe. Le peintre semble appliquer une nouvelle couleur à chaque coup de pinceau donné. Paul-Émile Bordua. Il a commencé son apprentissage en 1921 à l'atelier d'Ozias le Duc, avec lequel il contribua à la décoration d'églises et de chapelles. En 1923, il entre à l'École des beaux-arts de Montréal qui avait été fondée l'année précédente. Il est nommé professeur à l'École du meuble en 1937. À partir de 1938, il emprunte au peintre surréaliste l'idée d'exécuter des tableaux sans préconception, en laissant libre cours à son subconscient dans la présentation picturale. C'était le début de l'automatisme au Québec. C'est très important. Il réalise cette œuvre en 1949. L'œuvre, je vais vous la montrer. Ayant perdu son poste d'enseignant l'année précédente suite à la publication du Reflet global dont il était l'instigateur. Il peint un arrière-plan en vert et jaune, puis il applique à la spatule ce qu'il appelle ses lumières, ces taches de couleur qui semblent flotter dans les airs. Jean-Paul Lemieux. Jean-Paul était né à Québec, mais sa famille déménage à Montréal alors quand il était adolescent. En 1921, il devient apprenti à l'atelier du peintre renommé Suzor Côté, et l'année suivante, il entre à l'École des beaux-arts de Montréal qui venait d'ouvrir. En 1937, il retourne à Québec comme enseignant à l'École des beaux-arts, poste qu'il occupera jusqu'en 1965. Réalisé en 1951, sa toile Les Ursulines marque un tournant dans sa démarche picturale. Cette œuvre lui a valu le premier prix au concours artistique de la province de Québec. Dans ce tableau, Lemieux retranche tout détail superflu, en simplifiant sa composition, et en ne conservant que des éléments principaux, le mur d'enceinte et le groupe de religieuses. Il restreint sa palette de couleurs à des teintes rabattues. Son travail d'épuration de ses œuvres contribuera à sa renommée, de sorte qu'on peut reconnaître facilement un Lemieux sans se tromper, comme ici dans sa Maria Chapdelaine qu'il a illustrée
pour les illustrations qu'il a faites du roman de Louis Hémon. Jean Dallaire, Coq-licorne. En 1938, Dallaire gagne une bourse d'études qui lui permet de s'installer à Paris. Il fait la connaissance de son compatriote Alfred Pellan, qui sera marquant pour son parcours. Monsieur Dallaire a été plutôt imprudent car il a fait fi des avertissements qui lui signalaient de quitter la France à la veille de la guerre. C'est ainsi qu'au début de la guerre, en 1940, il a été arrêté par la Gestapo et il est demeuré prisonnier jusqu'à la fin de l'acte du conflit, 5 ans plus tard. Rentré au Canada, il était un peu, je pense, marqué par son internement et il devient professeur à l'École des beaux-arts de Québec. Ses problèmes avec l'alcool lui font perdre son poste de professeur en 1952. Pendant les 6 années qui ont suivi, il entre comme dessinateur à l'Office national du film. Il a peint son Coq-licorne, qui est le titre de cette œuvre, après son congédiement. Il invente une créature fantastique, un coq ayant une corne de licorne sur le front. Son œuvre contient des symboles de la France dont il s'ennuyait beaucoup, semble-t-il. D'abord, le coq gaulois et les couleurs nationales de la France qu'on retrouve dans le plumage de la bête. Je vais vous parler maintenant d'une artiste que j'ai connue personnellement parce que du temps que j'habitais à Montréal, ça a été ma voisine pendant quelques années et on s'est noué d'amitié. Son nom, c'est Louise Robert. Louise Robert, à l'époque où je l'ai connue, était pharmacienne. Elle voyageait de Montréal à Berthierville où elle travaillait à la pharmacie Jean Coutu. Oui, elle a été pharmacienne à la pharmacie Jean Coutu pendant quelques années, jusqu'à temps qu'elle abandonne la pharmacie pour se consacrer uniquement à l'art. Elle venait d'une famille de pharmaciens. Son père, François Robert, était pharmacien, ainsi que son frère. Et le Musée national du Québec compte 17 de ses œuvres dans sa collection, et moi-même, j'en ai 3 chez moi. Alors, elle est décédée il y a 3 semaines seulement, à l'âge de 81 ans. Jean-Paul Riopelle. Riopelle est le peintre québécois jouissant de la plus grande renommée internationale. Autour de ses œuvres dans des musées français ainsi que dans des musées américains qu'on a vus, tels le Metropolitan de New York et le Art Institute de Chicago. Il est le symbole de la peinture moderne de l'après-guerre car il a touché tour à tour au style suivant: l'automatisme, l'expressionnisme abstrait et l'abstraction lyrique. Son œuvre « Poussière de soleil » est représentative de sa période des mosaïques. Elle fascine par le contraste marqué entre la formation centrale blanche et lumineuse avec ce pourtour très foncé. Dans cette dernière masse ressortent le jaune et le rouge. Exposé plusieurs fois dans de nombreux pays, ce tableau sera conservé dans son atelier de Vannes en France jusqu'en 1998. Alors qu'il multiplie les voyages de chasse et de pêche au Québec, des motifs tels les hiboux, les oies sauvages et les icebergs apparaissent dans son œuvre. En 1992, il produit son hommage à Rosa Luxembourg, en souvenir de Joan Mitchell, cette peintre américaine qui a partagé sa vie pendant 25 ans. Cette œuvre majeure est exposée en permanence au Musée du Québec. On parle de construire une nouvelle aile du musée, que j'ai dit tantôt, qui sera dédiée à son œuvre riche et abondante. Maintenant, je vais vous tirer les conclusions de mon exploration de la collection du Musée du Québec. D'abord, le Musée du Québec, c'est un musée qu'il faut dire, c'est un musée spécialisé, qui ne contient dans sa collection que des œuvres réalisées par des Québécois ou sur le sol québécois. Comme vous avez pu le constater, sa collection part des débuts de l'histoire du Québec, au 18e et 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. L'écart de la qualité des œuvres québécoises du 19e siècle par rapport à la production européenne. Mettons, si on compare, l'œuvre des peintres impressionnistes du 19e siècle avec ce qui se faisait au Québec, à l'époque, c'est sûr que nos toiles vont paraître rustres à côté des toiles plus sophistiquées et subtiles des Français. Le Québec de cette période, il faut savoir que le Québec de cette période-là
était une société rurale avec une économie de subsistance et un système d'éducation très rudimentaire. Les artistes québécois de l'époque étaient rarissimes car il n'y avait aucun lieu d'enseignement pour donner une formation artistique. Alors qu'en France, par exemple, dès le 17e siècle, Louis XIV avait institué les académies de peinture et de sculpture, qui deviendront rapidement l'École des beaux-arts de Paris. Il a fallu attendre jusqu'en 1922 pour voir s'ouvrir les écoles des beaux-arts de Montréal et de Québec. On était en retard de quelques siècles. C'est ainsi que depuis cette date, les artistes québécois ont pu se mettre au diapason de la vie artistique mondiale, à un point tel que certains de nos peintres, comme Riopelle, sont devenus des phares de l'art moderne. Il faut quand même admirer et traiter avec respect la persévérance de nos artistes anciens qui ont réussi à pratiquer leur art honorablement dans des conditions qui lui étaient si peu favorables. Alors, c'est sur ces mots que se termine ma conférence sur la collection du Musée national des Beaux-Arts du Québec. Et je vous remercie de votre attention et de votre intérêt.